Salut les gars, bienvenue sur House of Dana, la mode disco-responsable. Et pour ceux qui me connaîtraient toujours pas, Eva Dana, c'est moi. Cette vidéo, elle est un peu spéciale. Hier, j'ai eu le privilège d'interviewer le grand couturier et maître d'art Franck Sorbier lors de mon live Instagram qui s'appelle le Sexy Débrief. Donc, il y a participé pendant un petit peu plus d'une heure et c'était génial. Il a répondu à toutes mes questions sur la haute couture, le métier de grand couturier, le process de création. Et puis, il nous a aussi un peu parlé d'une autre de ses activités qui est de travailler des costumes de scène, que ce soit pour des opéras comme pour Mylène Farmer, hein, tout simplement. Et puis, il nous a parlé de son quotidien de grand couturier, de maître d'art, ce que ça impliquait dans sa vie, dans son cahier des charges. Et puis, il a aussi répondu à toutes les questions des personnes qui nous regardaient et elles étaient nombreuses. Donc ça, c'est génial. Moi, je dois dire que j'étais ravie. Franck Sorbier, je l'avais rencontré l'année dernière dans le cadre d'une interview pour houseofdana.com et il a eu la gentillesse d'accepter d'être face caméra en direct pour ce sexy débrief. C'est quelque chose qui fait très peu. D'ailleurs, on le voit peu dans les médias. Donc j'espère que vous allez apprécier son interview autant que moi. Je précise que sa dernière collection qui s'appelle Muse en scène et qui est la collection printemps-été 2021, on peut la voir dans le cadre d'un film. Ce film, il est sur sa chaîne YouTube et le lien est dans le descriptif de cette vidéo. Voilà, je vous dis à tout de suite après l'interview de Franck Sorbier. Franck, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que je peux vous demander de vous présenter vraiment en 3 secondes, même si tout le monde vous connaît? Oui, je sais pas qu'est-ce que je peux rajouter de plus. Oui, Franck Sorbier, grand couturier depuis 2005, effectivement, maître d'art depuis 2011. Mais en fait, j'ai démarré des collections prêt-à-porter en 1990. Ouais. Donc voilà, il y avait quand même une dizaine d'années de prêt-à-porter avant la couture, puisque la couture a démarré en 1999. Et là, en tant que membre invité, et en 2005, la maison est devenue membre de la chambre de membre, comment ça s'appelle, membre permanente. Ouais. Voilà, membre permanent. Bien que notre dossier soit étudié tous les ans, parce qu'on peut être recalé aussi si les résultats ne sont pas au rendez-vous. D'accord. Et si par exemple on ne présente pas une saison, est-ce qu'il y a des Ça conséquences? dépend, non, il y a des couturiers qui présentent pas et qui finalement arrivent à revenir dans le calendrier. Je crois que c'est une question aussi comment dire, de relation avec la chambre. C'est aussi par rapport aux résultats presse, à la clientèle, etc. Ah oui. D'accord. Voilà. C'est vrai que certains peuvent perdre leur label, puisque en fait la haute couture est un label qui est octroyé par le ministère de l'Industrie. D'accord. Voilà. C'est quand même quelque chose d'assez carré, d'assez sérieux, alors que le titre de maître d'art, je dis pas que c'est moins sérieux, hein, au contraire, mais est délivré par, je dirais, un diplôme qui est donné par le ministère de la Culture. D'accord. Voilà, donc en fait, ici, on dépend de 2 ministères. De 2 ministères différents. Voilà. Mais et du coup, comment, il y a combien de maîtres d'art en France? Comment en fait on reçoit ce titre-là de maître d'art? En fait, je suis le seul maître d'art en haute couture qui existe en tant que grand couturier. Ouais. Parce que sinon, ce sont il y avait François Lesage qui était brodeur, il y avait Raymond Massaro. Bon, ils sont plus là, mais Raymond Massaro était aussi maître d'art. Le marié aussi. Sinon, il y a des personnes qui font des vitraux. Il y a des maîtres verriers. Donc voilà, maître verrier. Il y a des ébénistes. Voilà, c'est quelque chose qui est assez large. Et finalement, ce titre, on l'a obtenu parce que d'abord il y a une commission et en fait on l'a obtenu par rapport aux techniques que nous utilisons pour créer les vêtements. Donc il
la compression que j'ai inventée. Ouais, on va en parler. C'est vraiment quelque chose qui est déposé sous enveloppe à l'INPI, comme vraiment technique m'appartenant. Mais il y a aussi tout le travail qui a été fait sur la dentelle. On a eu aussi une médaille par l'ensemble des denteliers européens. Mm. Il y a aussi le macramé. Enfin voilà, il y a un certain nombre de techniques qui font que nous avons été acceptés au sein de ce cercle assez fermé. C'est vrai qu'il peut y avoir aussi, par exemple, des bronziers. Voilà, ça touche vraiment des métiers. C'est vraiment de l'artisanat d'art. Ouais. Ce qu'on peut voir, notamment à travers la Maison Chanel, qui a acquis un certain nombre de maisons d'art. C'est ça? Tout à fait. Ouais. Tout à fait. En fait, ils ont créé un pôle qui s'appelle, j'ai un trou, par affection. D'accord. Et donc, au fur et à mesure, ils ont racheté comme ça des maisons qui étaient leurs fournisseurs, mais pour que justement tout ce savoir-faire puisse perdurer. Donc, ils ont racheté Massaro, Ouais, Le Sage, marié, Le Marié. les Ils hôtels. viennent Ouais. Oui, voilà, il y a beaucoup. Ils achètent aussi effectivement, il y a une maison aussi qui fait de la dentelle. Ah, d'accord. Voilà, qui s'appelle Sophie Alette, je crois. Voilà, donc au fur et à mesure, ils s'entourent comme ça euh, de ces maisons. Ouais. Et bon, voilà, ils ont à disposition des maisons qui ont aussi une histoire. Et donc, vous êtes le seul à être et grand couturier et maître d'art. Donc, c'est quand même un double titre honorifique Oui. hors du commun, sans vouloir trop vous flatter. Je suis aussi chevalier des arts et des lettres, mais bon, voilà. Ça, c'est encore autre chose. C'est encore autre chose. Mais du coup, comment on le vit, ça, d'être nommé grand couturier, d'être nommé maître d'art, enfin, à titre personnel, est-ce que c'était quelque chose que vous aviez prévu, dont vous aviez l'ambition parce que c'est quand même, faites partie d'un club, je ne sais pas combien vous êtes dans le monde. Je crois qu'on est 13 maisons à avoir le label haute couture, parce qu'après, il y a aussi les correspondants, qui sont soit les Italiens, soit les Libanais. Oui, effectivement. Ouais. Et puis après, il y a les membres invités qui sont les jeunes générations qui débarquent. Mais qui n'ont pas le titre haute couture, en fait. Pour le moment, ils sont membres invités. Donc, normalement, c'est un peu le premier pas pour rentrer dans le calendrier et puis pour avoir le label plus tard. C'est ce qui s'est passé concernant votre maison. Au départ, c'était pendant le... Nous, on avait déjà fait 10 ans de prêt-à-porter. Ouais. Après, on a fait de 99 à 2005 5 ans de couture et après, on est devenu un membre permanent. Et est-ce que c'est vous qui avez postulé ou c'est eux qui vous nomment, en fait, qui vous proposent? Au départ, pour être membre invité, c'est nous qui avons postulé, effectivement. Ouais, d'accord. Et puis, voilà. Et en fait, à l'époque, la chose peut se résumer dans ce sens-là, c'est-à-dire que j'avais trouvé cette technique de la compression. Ouais. Je me suis vite rendu compte que c'était pas quelque chose qu'on pouvait faire en série. D'une part, c'était moi qui le faisais. Ouais. Donc, c'était pas des personnes qui étaient en atelier. Et voilà, donc... ça demandait un travail beaucoup plus micro et à moins grande échelle et beaucoup plus long, finalement. Oui, et puis c'est aussi, quelque part, ça a plus un rapport aussi avec la sculpture. Ouais. C'est-à-dire que ce sont des vêtements qui sont faits sans aucune couture. Ouais. Donc, on ne sait pas où le vêtement commence, où il finit. Ouais. Donc, il y a une espèce de mystère comme ça. Et pour moi, et c'est pour ça aussi qu'à l'époque, il y a eu cette envie de postuler pour la haute couture. C'est-à-dire que l'idée, c'était d'arriver avec quelque chose de nouveau, en sachant que de toute façon, même si à l'époque, on avait un atelier avec pas mal de monde et qu'on était très bien installé, on n'avait pas les équipes qui pouvaient en même temps mener de front le prêt-à-porter et la couture. Oui. Ouais. Et dans tous les cas, ce ne sont pas les mêmes spécialités, les mêmes spécificités.
Est-ce qu'on peut dire que c'est pas le même métier ou pas? Bah, c'est pas enfin, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup de monde, beaucoup de gens ont tendance à mélanger un peu tous les noms parce que à une époque, on disait styliste. Ouais, Donc ça, on pourrait dire que ce sont les balbutiements quelque part du prêt-à-porter. ouais, Alors, avant les stylistes, il y avait de toute façon les maisons de couture, ouais, les grands couturiers. Après, il y a eu l'avènement du prêt-à-porter. ouais. Donc, le prêt-à-porter, on a parlé de styliste. Après, on a parlé de créateur, puisque dans la deuxième partie des années 70 Oui, c'est et tous les les années Alaya, 80, Mugler. voilà, on a parlé des grands créateurs. Avant eux, il y a eu des femmes comme Sonia Rykiel, Ouais. les Jacobson. Bon, il y a des gens qui ont complètement disparu du paysage. Il y avait une femme qui s'appelait Christiane Bailly. Euh, Dorothée Bis. Dorothée Bis, ça c'était les Jacobson. Dorothée Bis, il y avait aussi Daniel Echter qui était Oui. très connu. Mm. Voilà, donc ça c'est toute une génération. Et après, il y a eu effectivement des Montana, des Mugler, des Alaya, voilà, etc., des Ouais. Castelbajac qui Ouais. sont toujours là. Mais voilà, à chaque génération, il y en a énormément qui disparaissent. Et par exemple, de ma génération, je crois qu'on reste pas énormément sur le marché. Ah, Voilà. bah ça c'est. Je suis pas hyper d'accord avec vous. Bah, de ma génération, il reste Non. Christophe Lemaire, Oui. mais qui est en prêt-à-porter, mais bon, qui fait une belle carrière. Il y a Isabelle Marant qui est un peu plus jeune, mais Ouais. qui est aussi en prêt-à-porter, mais qui doit avoir peut-être 2 ans de moins, 2 ou 3 ans, mais qui donc fait partie un peu de. Mais sinon, il y en a énormément qui ont disparu. Mais comment vous l'expliquez ça? Bah parce que la Ça fait mode marrer change. Isabelle, hein, je vous le dis. Comment? Ça fait rigoler Isabelle, là, Ah bon? visiblement. Bah, comment ça se fait? Comment ça se fait? C'est un peu comme les espèces qui ne survivent pas Ouais. au travers des siècles, Au quoi. Alors changement. soit elles sont pourchassées parce que elles ont des vertus, soit elles sont pas capables de se défendre contre l'actualité, etc. Donc bon, et puis je crois que ce qui est très difficile dans ce métier, c'est de garder le feu sacré parce que quand on démarre, je veux dire, il y a des périodes qui sont plus propices aussi à l'arrivée de générations de créateurs ou de couturiers, et Mm. puis il y en a d'autres qui le sont moins, quoi. Je veux dire, aujourd'hui, les groupes financiers ont envahi le secteur de la mode. Ouais. Il y a 20 ans ou 30 ans, c'était pas vraiment le cas. Donc voilà, ça a redistribué les cartes, ça a remis beaucoup de choses en jeu. Parce que ce qui est exceptionnel aussi, Franck, vous concernant, c'est que, en l'occurrence, vous n'êtes ni chez Kering, ni chez LVMH, vous êtes toujours indépendant. Oui, Euh, alors, je veux quand même préciser, oui, parce que à chaque fois, tout le monde pense que c'est parce que je ne veux pas. Je dirais plutôt que je n'ai pas été sollicité par ces gens-là. Euh, voilà, donc ça ne s'est pas fait en tout cas. Il n'y a d'accord, il pas n'y a eu pas eu de d'opportunité. pourparlers, il n'y a pas eu ce Non, genre de choses. il n'y a pas eu de pourparler. Bon, Mais du coup, ça maintenant, vous laisse quand même une liberté énorme finalement dans votre création parce que vous êtes. bah, écoutez, oui, oui, dans le sens, c'est-à-dire la liberté, comme on dit, la liberté a un prix, hein, donc c'est vrai que si on veut aussi survivre, bah, il faut s'accrocher, mais c'est vrai que bon, la passion peut soulever des montagnes, je dirais, ou Là, là, tout à transporter l'heure, ou avant qu'on déplacer des commence, montagnes. vous me disiez que la robe qu'on voit derrière vous, la noire, vous avez mis 2 mois à la confectionner. Oui, Ça. quasiment. Oui. Et donc, justement, vous me parliez de passion et ce rapport, en fait, au temps et à l'envie. Comment vous expliquez que voilà, avec la carrière que vous êtes toujours animé par cette envie et ce besoin de créer? Bah,
pense que c'est quelque chose qui est ancré vraiment très profondément, quoi. Et puis bon, ce que j'aime dans ce métier, c'est non seulement c'est dessiner. Bon, je dessine pas chaque saison. Il y a des saisons où je décide de pas dessiner parce que finalement, je veux dire, voilà, il n'y a pas d'intermédiaire, donc il n'y a pas besoin de faire de dessin. Puis il y a des moments où j'ai besoin de dessiner, de trouver de nouvelles expressions, de faire des collages, etc., etc. Donc là, je prends mon temps. Donc là, c'est du temps qui est pris sur la fabrication du vêtement, en sachant que aussi les choses peuvent changer. C'est ça qui est intéressant aussi en couture, c'est que le processus de création n'est pas arrêté à partir du moment où on a pensé à une idée ou on a dessiné un modèle. C'est-à-dire que tout est encore possible. C'est ça qui m'intéresse aussi, c'est-à-dire que rien n'est figé. Et comme on est en prise directe, autant Isabelle que moi, avec la création, voilà, on peut se permettre de dire, ah bah tiens, ça serait mieux, donc je vais aller plutôt dans ce sens-là, plutôt que de rester campé sur ce qu'on avait décidé au départ. Mais ça, c'est le privilège de faire de la haute couture aussi. C'est le privilège de faire de la haute couture, mais ceux qui travaillent avec des ateliers sont quand même obligés de se tenir à... Oui. Ils ne peuvent pas changer toutes les 2 secondes. Tous les 3 jours d'idées ou de direction. Quelque part. Ouais. Voilà. Parce qu'il y a aussi comment dire, les commandes de tissus. Nous, on fait énormément de transformation de matière. Ouais. Donc, on part quand même beaucoup sur des tissus basiques qu'on peut éventuellement réutiliser plus tard si on en a encore, en sachant que voilà, comme c'est des basiques, ça ne prêtera pas à conséquence, quoi. On n'investit pas. Et puis bon, je trouve que le fait aussi d'être dans cette figure économique, ça nous raccroche aussi à la réalité d'aujourd'hui. C'est-à-dire on a toujours été contre le gaspillage, on l'est encore plus aujourd'hui. Ouais. Je voulais justement en revenir à la compression dont vous parliez tout à l'heure, parce que je pense que tout le monde n'est pas forcément au fait de cette technique que vous avez inventée et que vous utilisez, et qui vous a permis, entre autres, voilà, de devenir maître d'art et grand couturier. Est-ce que vous pourriez un petit peu expliquer aux gens qui nous regardent de quoi il s'agit ? C'est un secret défense quand même. Hein. Moi, je sais un petit peu. En fait, l'intérêt de cette technique, bon, déjà, je l'ai appelée compression en hommage au sculpteur César. Ouais. Et c'est vrai que on peut utiliser quasiment n'importe quelle matière et le rendu aura vraiment une différence incroyable. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est que c'est une technique où il n'y a aucune couture. C'est-à-dire que on ne sait pas comment, quelque part, le vêtement est fait. On pourrait penser que le vêtement a été fait par un moule, quoi, finalement. Ouais. Alors, c'est vrai que c'est un moule, puisque c'est fait sur un mannequin en bois, et que quand on retire la robe du mannequin en bois, on voit la forme du corps. Voilà, donc bon, ça a un rapport avec les périodes que j'aime dans l'histoire du costume ou de la mode, c'est-à-dire tout le côté un peu... Ancien régime. Ancien régime? Non, c'est pas ça. Oui, il y a tout l'aspect un peu années 50, oui, où les femmes étaient hyper féminines, etc. Enfin, quand les femmes étaient très corsetées, quoi, c'est ça. Oui, c'est-à-dire qu'elles avaient aussi le corps qui allait avec. Oui. Et bon, même si on serrait un peu la taille, je pense que... Et c'est ça qui est intéressant aussi dans la mode, c'est que les corps changent et les physiques aussi changent. Là, en ce moment, on a affaire à une génération qu'on pourrait qualifier de liane. C'est-à-dire que ça pousse en hauteur, mais pas forcément en largeur. Et voilà, on est vraiment dans quelque chose de très élancé.
Mais bon, voilà, moi j'adore ce côté 50, après-guerre, etc. Évidemment, j'adore tout ce qui est Second Empire, puisque ça correspond aussi en littérature à toute l'époque romantique. Ouais. Donc voilà, c'est un mouvement très fort en France, autant en littérature qu'en art. Voilà, et c'est vrai que ça correspond à la crinoline d'ailleurs. Ouais. Quand Christian Dior, après-guerre, lance le New Look, en fait, il fait un hommage à la silhouette de cette époque, en relançant les jupons, les corsets qui vont sous les vestes pour faire des tailles de guêpe, etc. Voilà, c'est une restructuration du corps, alors que finalement, 20 ans avant, ou un peu plus, on était en pleine année folle, Oui, où et tout que les était femmes, libéré, quoi. Ouais. les robes étaient droites, Ouais. le corps était libéré, les femmes avaient du mouvement, etc. Voilà, donc c'est ça aussi qui est important, je crois, dans la mode, c'est ces courants qui sont parfois complètement inverses, qui sont des réactions, quoi, réactions, des conséquences de ce qui s'est passé avant. Oui, parce Voilà. qu'il y a eu la guerre juste avant le New Look, où du coup Oui, bien les gens sûr, étaient très il y a eu contraints il y a eu vestimentairement. la Seconde Guerre mondiale où Ouais, tout était rationné. ouais. Et c'est vrai qu'avec le New Look, tout d'un coup, Dior lance ces jupes qui nécessitent Des plus de maîtres. tissu Ouais. qu'il n'y en avait quelque temps avant. Et à l'époque, d'ailleurs, ça fait Ah, scandale. ça a fait un scandale fou. Ouais, ouais. La collection Voilà. 47 a fait un scandale pas possible. Donc bon, voilà, Est-ce que, après ça a été adopté, c'est passé dans les mœurs. ouais. Est-ce que on pourrait voir Franck la robe qui est derrière vous, la robe noire que je n'aurais jamais, malgré ma tentative tout à l'heure, Celle-là, ouais. Qui est juste. celle-là, en fait, elle a pour titre, Il faut cultiver notre jardin, puisque tout le film Oui, était, on va en et ça, parler. je crois on va en reparler après. Ouais, Mais ouais. c'était une séquence qui correspondait au fameux roman de Voltaire, Ouais, qui s'appelle Zadig. Et ouais. donc, l'histoire de Zadig, c'est qu'il fait le tour du monde, etc. Et il ne trouve jamais, euh, comment dire, de quoi être rassasié, Satisfaction. Ouais, de satisfaction, ouais. voilà. Et à la fin du roman, finalement, il est dans un jardin. Et puis, la dernière phrase, c'est il faut cultiver notre jardin. Et bon, voilà, c'est une phrase philosophique que j'aime beaucoup. Mm. Je crois que c'est ce que j'ai retenu d'essentiel dans ce livre. Ouais. Mais bon, là aussi, on est dans aussi quelque chose qui correspond au siècle des Lumières, Mm. qui est aussi un siècle hyper important pour énormément de choses, autant littéraire que tout ce qui tourne autour de l'art, Mm. mais aussi de l'art de vivre. Voilà. Alors, il faut dire que moi, ce que j'adore chez Franck Sorbier, entre autres choses, c'est que c'est quelqu'un de très cultivé qui fait vraiment le pont entre, je trouve, la couture et la culture. Et c'est pas C'est-à-dire forcément que évident aujourd'hui dans ce qui se fait de déceler ce genre de base ou ce genre de racines, ce genre de référence, surtout au rythme auquel va la mode aujourd'hui. Euh, c'est-à-dire que moi je trouve que c'est faire une collection, c'est finalement c'est continuer à apprendre. mm, Je veux dire que j'étais parfois pas très appliqué à l'école, donc je suis passé à côté de beaucoup de choses je sais pas, peut-être que ça m'intéressait pas à l'époque, etc. Donc voilà, donc finalement, je me rends compte qu'il y a des choses qui me sont restées mm. et pas des moindres, et que voilà, c'est là-bas l'éducation, la culture générale, c'est une base qui doit servir à aller plus loin. Donc c'est vrai que en termes de collection, tant que j'ai pas trouvé le
le titre exact d'une collection, quelque chose qui me va, où je me retrouve et où qui va me pousser aussi plus loin, bon, j'aborde énormément de thématiques et de vocabulaire. Et le jour où je tombe sur la chose juste, le bon mot, la bonne citation, voilà, la bonne œuvre, ouais. Bon, ben, la bonne accroche, ben, je me dis bon ben ça y est là on peut y aller, c'est la bonne histoire quoi, finalement. Alors c'est vrai que on nous pose une question, Franck, qui tombe à pic. Oui. Il y a The Real Polochon qui voulait savoir si c'était parce que vous aimiez tant l'art en général que vous vous êtes tourné vers la scène, l'opéra et la variété. Est-ce que ça a un rapport? Bah, en fait, je crois que j'ai eu surtout en fait, il y a comment dire, ce sont les circonstances qui ont fait les choses, comme très souvent dans ma vie. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que il y a un certain nombre d'années, on a fait une collection sur hommage au cinéma. Ouais. Qui était un hommage donc au cinéma, et c'était Robert Hossein qui nous a quittés récemment, qui avait été le parrain de cette collection, et donc chaque passage avait le titre d'un film. Donc évidemment, par rapport à Robert Hossein, il y avait Angélique. Ouais. Marquise des Anges, on adore. Voilà. Ouais. Mais bon, il y avait un certain nombre de films. Il y avait l'affaire des poisons. Il y avait des choses. Il y avait une robe qui s'appelait Alien. Ah waouh! Elle date de quand cette collection? Faut qu'on farfouille là. Oh, je sais. 2000 quelque chose, mais 2001? 2001 me non. dit Isabelle. Comment? Isabelle me dit 2001. Ah bon, peut-être. Bon, bah, voilà. Donc voilà. Donc en fait, c'est vrai que d'une part, on a toujours mis en scène les collections, même quand on travaillait avec des mannequins. Et puis, bon, ah oui, c'est toujours des spectacles en fait, vos défilés quoi. Il y a vraiment et puis les mannequins qu'on a connus autrefois ne sont pas les mannequins d'aujourd'hui. Il y a aujourd'hui. Ouais. Là aussi, on est dans des histoires complètement différentes. On parlait de culture, etc. Autrefois, une mannequin, bon, d'une part, avait le temps de faire une carrière, et c'était quelque part les filles qui réussissaient, qui étaient qui faisaient des longues carrières et de très belles carrières, devenaient un peu étaient des femmes du monde quoi finalement, parce qu'elles connaissaient voilà, elles étaient dans ce monde. Et d'ailleurs, celles qui faisaient la haute couture ne faisaient pas forcément le prêt-à-porter et vice-versa. Ah oui, c'était pas les mêmes filles. Ouais. Donc finalement, ce qui s'est passé, c'est que au fur et à mesure, bon bah voilà, la presse a souvent dit que on venait voir un défilé Franck Sorbier comme on allait au spectacle. Il y a eu des moments où c'était un peu difficile parce que bon, voilà, c'est vrai que la haute couture de toute façon a priori est un spectacle. Ouais. C'est pas une vente en showroom, voilà, c'est quelque chose de différent. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, il y a eu cette orientation est devenue de plus importante. Et c'est vrai que lors de cette collection cinéma, Robert Hossein était parrain. Il y a Henri-Jean Servat qui était présent, qui est devenu un ami depuis, et qui a travaillé très longtemps à Paris Match, a été chroniqueur à la télé, écrit des bouquins, fait des expos, etc. Et à l'époque, on lui a confié la mise en scène de la Traviata pour les opéras en plein air. D'accord. Et il était présent au défilé et il se rappelait d'une robe. Il dit je vais demander à Franck Sorbier de faire les costumes. Donc c'est comme ça qu'on a démarré. Après, on a refait un autre opéra qui était les Contes d'Hoffmann, toujours pour les opéras en plein air. Après, on a fait Mylène Farmer. Ah, parce que alors là, tout le monde est en feu sur Mylène Farmer, Franck, je vous le dis. Et après Mylène Farmer, on a fait Johnny Hallyday. Dis donc. Et on a refait la Traviata à Toulouse il y a 2 ans.
ou 3 ans. On a refait la Traviata qui était coproduite avec Toulouse à Bordeaux, là en septembre. Et on a démarré des costumes. Bon, ce qui vraiment me plaît énormément. Alors en ce moment, c'est un peu compliqué parce que avec la pandémie, Oui. le projet est un peu est arrêté pour le moment, mais c'est pour Gisèle, un ballet, le ballet Gisèle au Stanislavski de Moscou. Ah oui. Donc voilà, donc là c'est. Ouais. Mais bon, ce qui est intéressant dans le spectacle, c'est d'une part, voilà, c'est un travail d'équipe. Mm. L'idée, c'est aussi de servir au mieux l'intérêt des vedettes, des stars, des Oui. solistes, des danseurs, des danseuses, etc. Faut qu'ils Et puissent c'est vrai bouger aussi. que Vous devez avoir pas mal de contraintes de mouvement, des choses. Il faut qu'ils soient confortables. Enfin, est-ce que vous avez aussi, à votre cahier des charges, s'ajoutent aussi des contraintes vraiment qui sont du domaine du costume de scène? oui, oui, bien sûr, heureusement d'ailleurs. Ouais. C'est ça qui est intéressant aussi. On a appris la première fois quand. Alors déjà pour les costumes d'opéra, bah, il faut que les solistes puissent chanter, Ouais. Oui. qu'elles puissent se mouvoir aussi. Donc là, il faut oublier les talons de 10-12 centimètres. Hein, c'est pas le propos. Alors bon, là aussi, on tombe aussi parfois. Comme souvent, ce sont deux castings puisque les solistes peuvent pas chanter 2 soirs de suite. On peut avoir un casting où les gens jouent vraiment le jeu et où ils sont faciles à habiller. Et puis on a un deuxième casting où là, c'est un peu plus compliqué. Mais ce Bon, sera la même tenue ou vous devez la refaire? ah non, on l'a fait en 2 fois Ah puisque ouais. en général, Ah ce sont ouais. pas les mêmes tailles. Ouais. Souvent, il y a des castings avec une Violetta, par exemple, qui est mince. De Ouais. l'autre côté, on aura une Violetta beaucoup plus plantureuse. Ah oui. Donc voilà. D'accord. Et parfois, on a même dû adapter certains modèles parce que les gabarits étaient tellement différents qu'on ne pouvait pas rester dans le même esprit de robe, quoi. D'accord. Ah oui. Ok. Donc C'est voilà, très donc ça, différent c'est. de votre travail, de votre couture que vous faites pour les clientes. Vous m'aviez parlé d'exclusivité de la robe. Oui. Voilà, c'est pas du tout la même démarche là, pour le coup. Enfin, Ah bah si, parce que finalement, l'idée aussi, de faire, parce que souvent, le costume de scène doit faire de l'effet sur scène, hmm, mais n'est pas obligatoirement quelque chose qui est hyper bien fini ou ça peut être juste une volonté d'effet. Et nous, d'accord. c'est vrai on s'attache à ce que les choses soient bien faites, qu'elles durent dans le temps, parce que finalement, je veux dire, même si c'est sur une scène, quand même, la qualité, ça se voit. Bah, bien sûr. En tout cas, nous, on le sait. Ouais, ouais. Donc, c'est pour ça. Mais c'est vrai que, par exemple, quand on a fait les costumes de Mylène Farmer en 2006, Hmm. bon, voilà, il y a des moments, elle danse, elle doit lever les bras. Si elle peut pas lever les bras, ça marche pas. C'est Donc sûr. voilà, Ouais. on apprend aussi à faire des choses qui sont, plus, comment dire, qui vont alléger le mouvement. Bon, c'est la même chose pour la danse. Hmm. Voilà, puis bon, c'est vrai qu'il y a sur scène aussi, il y a les changements à vue, c'est-à-dire qu'on enlève une partie du costume. Hmm. Voilà, et puis il faut aussi que l'habillage soit très rapide entre Oui, plusieurs tableaux. oui, oui, oui. Pas Donc que ça voilà, donc pète. c'est bon. Ceci dit, pour l'opéra, c'est la même chose, hein, D'accord. pour la danse aussi, et c'est vrai que voilà, donc on s'adapte après aux choses, Et et alors, voilà, c'est à, ça qui est intéressant. à contrario, comment vous travaillez pour une cliente haute couture qui vient vous voir? Parce que j'imagine que soit sûrement pour les mariés, j'imagine que vous pouvez partir complètement de zéro et tout mettre au point avec son aval et en fonction de ses goûts, mais peut-être que en fonction de ce qui défile aussi, il peut y avoir des adaptations. Il y a combien d'essayages? Est-ce que tout est
tout peut être changé. Enfin, comment vous travaillez quand vous avez une cliente haute couture, en fait? Quels sont les enjeux? En fait, bon, déjà, on leur montre, on montre à la cliente ce qu'on a fait, Ouais. déjà dans l'esprit, pour voir qu'est-ce qui retient un peu son attention. Et puis après, on redessine, on revoit, on choisit des matières. Et puis voilà, on s'adapte aussi au corps de la cliente Bien et sûr. aussi Ouais. à ses envies. C'est-à-dire, certaines veulent être hyper glamour, serrées, être des vrais pin-up, et puis d'autres ben, vont avoir envie d'être plutôt romantiques, être beaucoup plus libres aussi dans leurs mouvements, etc., etc. Donc, Mais il y a tout ça, ça toujours dépend. l'esprit, il y a toujours votre esprit, en tout cas, enfin, une robe Franck Oui, ben Barbier, ça on se voit que essaie, c'est une oui. robe Franck Barbier. On essaie, et puis Ouais. bon, c'est vrai qu'on travaille énormément la matière, Oui. donc voilà, donc on axe aussi beaucoup le travail de la matière. Et vous m'aviez du coup parlé une fois parce que le cahier des charges des grands couturiers, il n'est pas connu du tout du grand public. Je pense que c'est pratiquement du secret professionnel, je ne sais pas. Mais vous m'aviez parlé l'année dernière, et j'avais trouvé ça incroyable, de cette notion d'exclusivité de la robe, que vous ne pouviez pas faire 5 fois la même robe de mémoire. En fait, je crois que, alors, je, ça, je les connais pas exactement. Normalement, je crois une maison ne peut dupliquer jusqu'à 5 fois Ouais, le modèle. Bon, nous, d'accord. on le fait jamais parce que c'est pas très intéressant et d'ailleurs les femmes ont toujours envie de changer quelque chose, donc elles ont toujours envie que la robe soit à la leur. Ouais, Donc finalement bon, il y a aussi des femmes qui achètent le prototype hein, si elles rentrent dedans. Donc d'accord. voilà, et comme on fait pas on fait quand même des modèles qui sont bon des 36-38, mais on n'est pas du tout dans le 34. Hmm. Alors, je dirais même plutôt 38 que du 36 En prototype. en proto, oui. Ouais. Mais bon, ça dépend aussi après si on a une fille qui est vraiment, mais bon, très menue, on arrange la robe à ses mesures. Mais D'accord. c'est vrai que globalement, on n'est pas sur des mannequins anorexiques, quoi. D'accord. Et vous m'aviez aussi dit que vous aviez des clientes qui étaient susceptibles de repasser quand elles avaient grossi ou maigri. Oui, Donc ça, oui, ben c'est quelque ça, chose que on est vous un êtes amené peu, à faire. je dirais, on doit assurer le service après-vente. Donc on déplace les crochets, on trouve des solutions pour. Puis il y en a aussi parfois qui au bout d'un moment disent ah ben, je peux plus porter cette robe, est-ce que vous pouvez me mettre des manches Ah, donc en fait, vous repartez sur un nouveau modèle à partir de sa robe, quelque Non, part. on peut rajouter des manches sur un modèle qui existe, quoi. Ça peut se faire. Ça nous est arrivé, par exemple, il y a aussi des femmes qui achètent une robe avec une traîne. Hmm. Et finalement, la traîne, Elles en ont a marre. été déchirée. Elle a été déchirée par Ouais. la belle copine pendant le mariage Hmm. ou pendant la soirée qui suit. Et elles reviennent avec la robe pour qu'on coupe la traîne finalement et qu'elle puisse porter la robe euh, pour d'autres occasions. Donc voilà, donc c'est vrai que ces robes n'ont pas qu'une seule vie finalement. Mais justement, qui sont ces femmes que vous habillez, Franck? On peut Sans pas donner donner de leur nom. nom, hein, vous en doutez bien. Je suis en train de me Mais faire engueuler alors, par Isabelle, là. je donnerai pas leur nom de toute Non, mais façon, mais globalement, c'est vrai que ce sont comment dire, ce sont des femmes, soit d'industriels, soit ouais. de grands dirigeants. Euh, Vous avez des Françaises? Ça, bon, ça, je connais oui, pas. bah on a quasiment eu que des Françaises. Ah, Euh, donc c'est vrai qu'on a un peu, on a pas un peu, on a carrément souffert de l'exil de toutes ces femmes qui se sont dispersées un peu en Europe et aussi un peu plus loin à l'étranger. hmm. Mais voilà, on était plutôt franco-français, donc c'est vrai que mais bon, voilà, on a eu aussi des Américaines, des Russes, mais voilà, ce qui est intéressant aussi, c'est que les, les choix ne sont pas les mêmes. D'accord, ouais. Ouais. C'est vrai
par exemple, une femme d'industriel est là pour organiser, par exemple, un dîner ou un cocktail. Bon, voilà, ce sont aussi, quelque part, des soirées d'affaires. Hmm. Donc, ces femmes-là ne veulent pas être, comment dire, elles veulent rester relativement discrètes aussi. Tout en Elles étant dans veulent, de la haute couture. voilà, veulent être à leur avantage, mais elles Plus n'ont pas chic. envie que la robe passe par-dessus elles. Ce que je Ouais. comprends tout à fait, hein. D'ailleurs, le rôle d'une robe aussi, c'est quelque part de s'effacer aussi, de sublimer la femme. Et à côté de ça, il y a aussi des femmes qui sont beaucoup plus fantaisistes ou qui ont beaucoup plus de peps et qui, elles, ont envie de porter des choses très colorées, voilà, qui n'hésitent pas, qui, comment dire, qui s'approprient le vêtement et qui jouent avec. Donc D'accord. voilà, donc on peut avoir les extrêmes hein, aussi. Certaines veulent des choses très raffinées, comment on dirait, un chic, enfin, une qualité irréprochable et discrète. Hmm. Et d'autres, par contre, ont envie plutôt De de choses un choses. peu qui se voient. Oui, bon, Ouais. voilà, des choses qui ressemblent à la fête, à la convivialité, etc., etc. Alors, on nous demande si vous refusez parfois certaines propositions formelles de clientes. Est-ce que ça vous est arrivé? J'ai pas le souvenir que ça se soit passé aussi catégoriquement, Ouais. euh, mais ça a pu arriver que voilà, quelqu'un qui voulait acheter une robe et à qui ça allait pas, Vous êtes voilà, honnête, quoi, nous dit Isabelle. j'ai cassé la vente, quoi. Ah oui, carrément. D'accord. Ok. Bah oui, parce que ça sert à rien. Ça sert à rien aussi qu'une femme porte une robe. euh, Si déjà Oui, elle elle-même, peut s'entêter dans une direction. non, mais là, je crois que la personne avait ressenti, enfin, avait pas le feeling avec la robe Ouais. aussi. Donc Oui, voilà, donc dans ces cas-là, il faut pas, faut pas forcer voilà, les choses, quoi. on Ouais. n'est pas dans une boutique où on vous dit que vous êtes le plus beau dans ce pantalon ou dans ce costume, alors que vous ressemblez à rien du tout, quoi. Et jusqu'où, Voilà. alors on nous demande, alors je vous avais dit que je prendrais les questions à la fin, mais elles sont tellement intéressantes que Ah. je rebondis quand j'en repère. On nous demande aussi jusqu'où la cliente peut-elle être intégrée dans votre processus créatif, c'est-à-dire jusqu'où ça peut aller en fait cette implication. Est-ce qu'elle peut vous dire je veux telle couleur, mais au millimètre au degré de rouge, enfin, est-ce qu'elle peut avoir des images d'inspiration ou elle vous laisse, enfin, est-ce que ça peut aller vraiment très très loin ou pas? Non, je pense que quand même, globalement, une cliente qui vient, elle sait pourquoi elle vient. Oui. Donc c'est parce que bon, c'est arrivé une fois, par exemple, d'avoir fait une robe en dentelle noire, Hmm. et la cliente me dit bon, voilà, là je vais à la semaine, je crois que c'est la Feria de Séville ou la Semaine Sainte à Séville, et par contre je la veux en rouge. Ah oui. Alors là, on a choisi le rouge parce que des rouges, il y en a quand même des foncés, des plus éclatants. Et là, elle voulait vraiment un rouge espagnol. Bien Donc précis, quoi. Oui, d'accord. voilà. Ok. Donc il se trouve que dans la gamme de dentelle, il y avait ce rouge-là. Hmm. Mais sinon, Elles sont oui, pas ça mises va. au-dessus de votre épaule à vous dire comme ci, comme ça, quoi. Enfin, ça n'arrive pas. Non. Non, elle a voulu qu'on lui fasse des manches. Voilà, ça fait partie. Hmm. Mais c'est pas, comment dire. Ce qui est intéressant aussi, c'est que euh, enfin, le contact qui se crée avec la cliente, ça devient presque un lien aussi d'amitié. Mais C'est-à-dire ça, que ça c'est peut propre. aller Enfin, jusque-là. Il y en a qu'on voit passer et qu'on reverra pas, mais il y en a qui sont des récurrents, qui sont des fidèles et qui sont là aussi pour être votre supporter, quoi. mais ça, Donc voilà. c'est vraiment le privilège de la haute couture aussi.
Parce que dans le Oui, prêt-à-porter, mais vous c'est vrai que connaissez pas les aussi, kilos. c'est vrai que aussi la haute couture a évolué dans ce sens parce qu'autrefois, euh, en fait c'est la mère qui emmenait sa Oui, fille chez son couturier, c'était des qui était familles. déjà qui Mm, était le couturier de la mère, mm, a mm, priori. mm, Donc ça, c'était vraiment la culture de la haute couture. mm. Et souvent, la maman était amie avec le couturier. Ouais, Donc moi, j'ai eu des témoignages comme ça de femmes qui ont très bien connu des couturiers comme Valentino, qui étaient ouais. amis avec lui à l'époque, etc. Bon, voilà, c'est aussi générationnel, je pense. Mm, Et c'est des gens qui ont fréquenté le même monde. mm. Euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui, la clientèle, elle s'est un peu, je pense qu'elle s'est un peu éclatée, parce qu'autrefois, c'était vraiment une histoire d'éducation et de culture et de culture de famille. Mm. Aujourd'hui, c'est les gens qui ont eu la culture et l'éducation n'ont plus forcément l'argent. Ouais. Donc voilà, ça a changé aussi les directions de la haute couture. Et alors, j'ai plein de questions en même temps. Ça n'arrête pas. Ouh là là, quel succès ce soir. Je suis ravie. Alors, il y en a deux. Vous considérez-vous comme un artiste ou un artisan ou bien les deux? Ah, vous avez Bah, 3 heures. je crois que le mot artisan d'art est très bien. Hmm. Mais je me rappelle que un des premiers papiers que j'ai eu dans la presse française, c'est une journaliste qui est à la retraite maintenant, et qui s'appelait Elisabeth Paillet, et elle avait titré l'artisan poète. Ouais, ça vous va bien. Et j'avais trouvé ça vraiment charmant, quoi, parce que ça évoque aussi le fait d'être en prise directe avec le travail. Hmm. Voilà, c'est tout le contraire du directeur artistique. Oui, mais ça, c'est très On est intéressant à aux expliquer. opposés complètement, quoi. Hmm. Et voilà, donc c'est ça Qui vous c'est ça qui définit le m'intéresse. mieux. Hmm. Donc l'artisanat d'art, ça correspond au titre de maître d'art. La haute couture, c'est un artisanat aussi, hein, euh, mais c'est vrai que je dis souvent que la haute couture, si elle ne devient pas culturelle, ou en tout cas un peu plus culturelle qu'elle n'est aujourd'hui, Hmm. euh, je pense elle aura peut-être vocation à disparaître, parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de stylistes sur Terre qui font de très belles robes du soir. Hmm. Si on reste sur l'idée que la haute couture, c'est une robe du soir, euh, ce qui est souvent le cas, hein, parce que des femmes qui s'habillent en couture dans la journée, je pense qu'il ne doit pas en rester beaucoup. Euh, je pense que c'est assez rare quand même Hmm. maintenant. Voilà, c'est passé, c'est plus dans les mœurs. Donc il y en a peut-être encore, hein, en tout cas, personnellement, je les connais pas. Moi, les femmes qui viennent chez nous, qui sont venues chez nous, c'est vraiment pour des moments de vie, c'est Oui, pour de l'événementiel, ouais. et je trouve ça très bien comme ça. Et souvent, elles achètent aussi je dirais, des pièces dans lesquelles elles investissent. C'est-à-dire Oui. que c'est pas pour les porter qu'une fois. Ah, c'est ce que Voilà. j'allais vous demander. Voilà, elles ont leur placard. Alors, il y en a une qui me dit, ah, ben, j'ouvre mon placard et je vois toutes mes robes sorties. Voilà, c'est un peu comme une collection, quoi, finalement. Ouais. Oui, c'est une démarche de collectionneuse et parce qu'effectivement, elle pourrait. Maintenant, il y a des Dior, Chanel, Saint-Laurent à tous les coins de rue qui font aussi de la couture. C'est aussi. Euh, c'est Oui, juste. mais la couture la couture de ces maisons n'est pas vendue en boutique, hein, de toute façon. La haute couture, c'est jamais vendu en boutique. Oui, mais par contre, je veux dire, c'est une vraie démarche d'aller chez vous, moi, je trouve. Parce que Oui, finalement. Euh, Enfin, vous m'en aviez parlé l'année dernière, il y a aussi tout ce rapport à la marque maintenant, avec une nouvelle génération qui peut se payer de la haute couture, mais qui a un rapport aux marques beaucoup plus, peut-être un peu plus matu ou un peu plus clinquant, qui a besoin de logo des pieds à la tête, oui, sinon parce ça va que pas. justement, bon,
ceci dit, depuis l'avènement quand même des créateurs, euh, c'était déjà ça, c'est-à-dire les gens qui avaient les moyens voulaient quand même qu'on reconnaisse ce qu'ils portaient. Mm. Donc voilà. Alors aujourd'hui, je dirais qu'il y a deux marchés hein, qui sont diamétralement opposés. C'est le mass market. Ouais. On ne citera pas les enseignes et puis les grandes maisons de luxe. Mm. Donc c'est vrai que chaque secteur a son public, mais c'est vrai que pour les maisons de luxe, c'est très difficile aussi même pour les grands noms, très difficile de se battre contre ces enseignes, parce qu'ils sont extrêmement forts, ils pigent très vite le truc, et puis voilà. Donc c'est vrai qu'il faut être de plus en plus, comment dire, personnel aussi pour continuer à exister. Alors, je prends les autres questions. Quel est votre temps moyen de fabrication d'un modèle? Oh là là, je crois que je vous ai posé la question 500 fois. Quel a été votre modèle le plus long à créer? Mais c'est vrai que ça fascine les gens, ça. Mais je crois quand on commence, on calcule plus, parce que bon, moi, en tout cas, je calcule pas, parce que sinon, peut-être que ça me rendrait dingue, mais bon, voilà, il y a des choses qu'on peut faire rapidement, parce que tout d'un coup, il y a l'impulsion, et puis il y a aussi des choses qui nécessitent énormément de travail. Puis ce qu'il faut savoir aussi, c'est que même derrière une pièce que j'ai touchée, il y a après toutes les finitions. Ouais. Parce que voilà, ça, je fais pas, hein, parce que c'est un boulot quand même. Voilà, ça, c'est entièrement fait à la main. Que ça soit du travail d'orfèvre. Et l'idée aussi de la couture, c'est que ça soit aussi beau à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc, voilà, c'est aussi qu'on voit le raffinement d'un travail. Donc là, par exemple, vous me disiez que la robe qui est derrière vous, vous aviez mis 2 mois à peu près à la faire, Oui. noire. Celle qu'on voit pas très bien, qui est en raffia à votre gauche, la blanche. Là. Ouais. Ouais. C'était un peu moins de temps, c'est ça? Vous m'avez dit que c'était un peu moins, rapide, ouais. Un peu moins. Ouais, mais on est bon, sur un mois 3/4, quoi. Ouais, c'est aussi, comment dire, il n'y a pas vraiment de logique. Il y a des moments où on avance très vite sur un modèle, et puis tout d'un coup, ça bloque. Parce que, quelque part, quand on commence de façon un peu anarchique, il faut rattraper aussi, finalement, les choses pour qu'elles tombent bien. Donc, les aplombs, même si on veut faire quelque chose d'asymétrique, ou qui partent un peu d'un côté et moins de l'autre, il faut trouver un équilibre. C'est ça souvent qui est le plus difficile, parce que faire une robe qui est complètement symétrique, bon, c'est de la technique, mais voilà, il y a des aplombs, il y a tout ce qui est finalement en termes techniques, c'est, je pense, plus facile à gérer que quelque chose qui va avoir des volumes démarrer de façon un peu plus exubérante, et qu'il va falloir un peu comment dire, nettoyer, redresser. Voilà, donc ça c'est souvent là où tout d'un coup, je dis pas qu'on repart à zéro, mais tout d'un coup, il faut arranger. Donc on apprend aussi une fois qu'on a passé trop de temps sur une pièce, à aller plus vite sur une autre. Et aussi, parfois, à ce que ça, si on avait eu plus de temps, peut-être ça serait devenu lourd. Alors que là, on garde une légèreté aussi. Alors, il y a une robe sur sa page, Franck Sorbier. Alors, il y a une robe sur votre page, Franck Sorbier. Pardon, il y a Isabelle qui fait. Il y a 700 mètres de mousseline. Alors, il y a une robe sur votre page, Franck Sorbier, où il y a 700 mètres de mousseline, me dit Isabelle. Et bien, oui. Celle-là, c'est le livre des records. C'est le livre des records, me dit-elle. Oui. Voilà, ça fait beaucoup rire. Je pense que toutes les finitions, c'est Isabelle, c'est ça qui s'en occupe. Alors, pour ceux qui nous regardent, Isabelle Sorbier qui est en train de... qui veut pas qu'on la voie, mais qui est donc la femme de Franck, et qui est en train de
je sais pas, de broder à côté de moi et qui intervient de temps à autre. Voilà. Donc cette robe, c'est le livre des records, c'est-à-dire que c'était combien de temps de travail à peu près? Il y a plus de 10 minutes. Ah, c'était beaucoup. Et puis ça, au bout d'un moment, ça pèse. Ouais. Ça pèse très lourd et ça prend beaucoup de place. Donc, j'avais été obligé de rajouter une table de l'autre côté de la table de machine à coudre, quoi. Ah, Donc, ouais. parce D'accord. elle débordait, elle tombait. Et ça, c'était pour une cliente ou c'était Non, c'était pour un défilé. Ah, ouais. Il est même arrivé que je fasse une robe comme ça avec énormément de volume, en satin de soie, en crêpe satin de soie violette Mhm. pour une collection. Et en fait, il y avait tellement de volume, on a demandé à heureusement c'était une mannequin qui avait de la bouteille, qui savait de tourner sur elle-même pour avoir un peu le mouvement d'un derviche tourneur, Mhm. parce que c'était une collection sur les routes de l'encens. Et elle a failli partir avec la robe. D'accord. Donc voilà, donc bon, c'est vrai que donc ça aussi on apprend aussi. 25 kilos la robe, nous précise Isabelle. Ouais, c'est possible. Ouais. À l'époque, j'avais un peu plus de muscles. Oh là là, il y a tellement de questions. Franck, je pense qu'on va parler de votre collection la dernière déjà et on reviendra aux questions à la fin parce que je voulais vraiment vous en parler. Messieurs, dames qui nous regardez, vous pouvez voir la collection de Franck Sorbier qui évidemment a été présentée sous la forme d'un film cette saison. Donc c'est le printemps et la haute couture du coup printemps-été 2021, si je dis pas de bêtises, je m'en mêle tout le temps les pinceaux. C'est ça. Qui s'appelle Muse en scène. Vous pouvez donc voir ça sur YouTube et sur le site de Franck Sorbier et sur la page de Franck Sorbier. Et dans ce film et dans cette collection Muse en scène, vous mettez en scène la comédienne et sculptrice Catherine Wilkening. J'ai pas envie de d'écorcher son nom, si je dis pas de Catherine Wilkening. Wilkening, voilà. J'ai fait un petit accent américain, je me suis dit. Elle préfère qu'on dise comédienne et sculpteur. Et qui est avec sculpteur. un E à la fin. Sculpteur. Voilà. Sculpteur, d'accord. Ok. Voilà. Et du coup, j'ai des petites images là, donc j'espère que ça va rendre bien. Alors, il y a deux robes du coup derrière Franck que vous pouvez voir. Peut-être que. Alors, attendez, là, ça va pas aller. Non. On voit plus si je fais ça. L'essentiel, c'est qu'on m'entende, j'ai envie de dire. Voilà. Ils me voient suffisamment, hein, je pense, sur Instagram, les gens, donc c'est bon. Et donc, est-ce que vous pourriez un petit peu nous parler de la collection, de son thème, voilà, tout ça, enfin, ce que vous vouliez nous en dire. C'est une collection qui est toute en noir et blanc, je tiens à préciser. Et alors, attendez, j'essaye de comprendre pourquoi ça fait ça. Non. Bon, moi, j'en sais rien. C'est une collection qui est toute en noir et blanc et qui, en fait, c'était pas du tout ce que je voulais comprendre. Qui, en fait, est un hommage aux femmes artistes du début du XXe siècle, si je dis pas de bêtises. Oui, enfin, c'est surtout l'idée que avant le XXe siècle, il y a très peu de femmes artistes connues. Ouais. Alors, à l'époque de Marie-Antoinette, il y a Vigier Lebrun qui a fait donc plusieurs portraits de Marie-Antoinette et une référence en peinture à l'époque. Et il y a après au 19e Camille Claudel qui a été aussi très connue parce que elle a eu cette histoire avec Rodin. Avec Rodin. Mais c'est vrai que elles sont quelque part elles sont isolées quoi. Et c'est vrai qu'au XXe siècle, quand même, il y a cette explosion de femmes artistes. Alors, soit elles sont les compagnes de peintres eux-mêmes, mais quand même, elles s'affirment beaucoup plus. Et c'est vrai que on en découvre. Voilà, il y a quelque chose qui se passe. Alors, ça va avec l'évolution de la société, les mœurs. Oui. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de travailler sur ce thème, justement? En fait, c'est vrai que j'aime bien souvent parler de tout ce qui est, évolution des sociétés, etc. Et c'est vrai que je trouve que
encore aujourd'hui, bon, même s'il y a beaucoup plus de femmes qu'à l'époque, au siècle avant-dernier, il n'y en a pas encore assez, je trouve. Il pourrait y en avoir beaucoup plus, et c'est vrai que les hommes ont encore quand même la main mise, je trouve, sur le monde de l'art. Ah oui, ouais, c'est très Et vrai. voilà, donc, ouais. Bon, et puis je trouve que à partir du moment où, voilà, si je l'habillais, si je faisais des collections pour hommes, sûrement ça m'aurait amusé de faire ça avec un artiste masculin. Mais bon, là, et puis bon, ce qui m'intéressait dans le personnage de Catherine Wilkening, c'est que elle a été comédienne, elle a aussi écrit un bouquin, et maintenant elle fait de la sculpture avec de la porcelaine. Donc voilà, je trouvais que il y avait ce côté un peu femme artiste, un peu Artiste bohème complet, quoi. aussi, Ouais. et que voilà, elle a sa propre personnalité, elle ressemble pas à tout le monde, elle a pas l'âge d'une mannequin. Je peux la mettre là. Voilà, donc c'était ça qui était intéressant, c'était un peu montrer une femme, une femme dans différents états, dans différentes situations. Voilà, donc on a décidé de faire ce film quasiment entièrement en noir et blanc. Donc Sauf la la fin. réalisation. Comment? Sauf la fin où elle est Voilà, en la robe fin qui est hors. dorée, etc. Ouais. C'est Bruno Lepage qui a réalisé le film, Mm. qui était le réalisateur du film, et Laurent Stéphane Montfort qui était à la caméra. Et voilà, donc l'idée c'était vraiment de. Alors il y a une partie du film où elle est en scène chez elle. Là, on la voit dans son atelier. Ouais. Avec une blouse peinte au couteau. Donc ça, c'est Isabelle qui a peint cette blouse de travail. Donc c'est peint au couteau, Voilà, avec vous le des voyez taches mieux. un peu à la Pollock, mais aussi avec des empreintes. Oula, excusez-moi. Avec des empreintes un peu plus, oui, voilà, je reviens. Un peu, des empreintes végétales. Et voilà, donc l'idée, c'était vraiment comment dire. Voilà, là, on est sur un modèle en organdie de coton blanc avec des écailles de dentelle noire. Donc voilà, il y a en même temps, je dirais deux choses qui sont, puisque l'idée de cette collection, c'était aussi revenir un peu à un minimalisme classique et aussi aux essentiels. Je mets les gros plans matière, c'est un petit peu plus joli. Comme là, l'écran est coupé en deux, on voit pas grand-chose des photos portées. D'accord. Donc, je mets plutôt des gros plans matière. En fait, le noir et blanc, ça avait un rapport aussi avec tout l'esprit photographique du début du XXe siècle. Bon, évidemment, il y a des clins d'œil, il y a des allusions aux photos de Man Ray, voilà, qui a fait beaucoup de solarisation en noir et blanc, etc. Et il y a aussi un épisode qui est un clin d'œil à une photo de Richard Avedon quand on voit Catherine avec son chat qui dîne en tête à tête. Oui. Voilà, donc il y a des moments aussi bien humoristiques que parfois très esthétiques, mais aussi des choses qui sont aussi beaucoup plus réalistes. Et donc on avait d'une part une hyper-féminité avec tout ce qui était avec de la dentelle, de la broderie, avec ce côté un peu lingerie d'intérieur. C'est très lingerie d'intérieur. C'est vrai que. Voilà, qui a un côté un peu déshabillé, etc. Et bon, sinon, on retrouve la dentelle sur des choses beaucoup plus masculines. Et il y a aussi l'esprit masculin-féminin qu'on a qu'on a déjà traité, mais qui est revenu très fort cette saison parce que je trouvais intéressant aussi de dire que ces femmes se sont affranchies aussi de leur rôle de femme en portant le pantalon. Donc, il y a plusieurs fois des pantalons. Et avec ce donc, cut-pee incroyable qu'on a vu, il y a un cut-pee aussi qui est incrusté. Oui, voilà, il y a une cut-pee qui est appliquée de motifs en dentelle de lion. Ouais, je vais vous la montrer ici. Qui est porté avec un pantalon à plis repassé raccourci. Ouais.
qui a un peu le feu au plancher, comme on aurait dit autrefois. Mm. Et puis sinon, on a le pantalon, on a un pantalon masculin hyper large, comme portaient les hommes dans les années 40, Mm. qui est porté avec un gilet très court, tout en organza, qui fait un peu entre les feuilles, le végétal et les plumes. À part que c'est uniquement de l'organza. Voilà, donc il y a des images comme ça qui sont, c'est quasiment quelque part l'idée, c'était vraiment un esprit photographique. C'est pour ça que c'était aussi en noir et blanc, puisque ça a été tourné en couleur et après ça a été passé en noir Ah et oui, blanc et d'accord. on a donc uniquement la séquence de fin qui est justement une allusion aux œuvres, aux dernières œuvres de Catherine, puisqu'elle fait, en ce moment, elle fait des vierges qu'elle customise, donc avec des choses très différentes. Donc c'est très matière, très Mais il y a plein comment dire. d'influences dans le film. Il y a les influences du cinéma muet, parce que Tout à fait, voilà, il y avait un peu des influences à la Méliès. J'ai eu la sensation de voir ce genre de choses. Enfin, tout vous à avez fait. vraiment fait quelque chose de très référencé, quoi, que ce soit dans le vêtement, Oui, parce que jusque dans le je film. trouve que ça apporte aussi, comment dire, ça. Je trouve on est vraiment dans une époque d'image plus que Mm. jamais. Ouais. Tout va très vite, etc. Et c'est vrai que je trouve que c'est important. Et c'était pour ça aussi qu'on voulait, même quand on faisait des défilés, moi j'aimais pas appeler défilé parce que je trouve que ça a un côté militaire, Oui. présentation. L'idée c'était toujours d'apporter une atmosphère, quelque chose qui englobe le vêtement. Mm. Et là, forcément, avec un film, on a d'autant plus la capacité et la possibilité de le faire. Mais est-ce Donc là, que il y a ça vous énormément amuse de d'effets faire un spéciaux film? aussi qui ont été réalisés par Bruno. Ah oui, Donc voilà, quand on voit les fleurs qui poussent, qui s'ouvrent, à etc. la fin, Donc ouais. tout ça, Ouais. c'est intéressant aussi parce Ouais. que ça apporte un plus aussi, comment dire, ça vient renforcer l'image du vêtement. Mais justement, du coup, le fait de là passer donc du défilé ou de la présentation physique à des formats filmés, là pour les raisons sanitaires et tout, etc., on va pas revenir dessus. Est-ce que, euh, est-ce que ça a été une frustration ou est-ce que finalement c'est quelque chose qui est bah, hyper intéressant d'un point de vue artistique pour vous, quoi? Non, c'était pas frustrant parce que déjà on avait fait un film en noir et blanc il y a des années, Ouais, en 2009. ouais. Euh, à l'époque, on avait fait un tournage en 3 jours, comme cette fois-ci d'ailleurs, quasiment. Mm, Et c'était aussi un film noir et blanc, mais qui était très dans l'esprit burlesque aussi, mm. avec avec un personnage comme ça qui changeait, à part que voilà, il y avait pas mal comment dire, sur le premier film, on avait fait intervenir à chaque fois des gens différents dans chaque scène. Et là, par contre, on est resté très concentré sur le personnage de Catherine. Et voilà, et la saison dernière, on avait fait un film qui s'appelait Il Medico della Peste, Oui, que j'ai vu. en référence au Covid, Ouais. à la Covid. Sur le Et c'est vrai médecin que de peste, que dame. Voilà. cette saison, bon, ça s'appelle Mise en scène, ça a failli s'appeler Huis clos, mais Huis clos, ça évoque la pièce de Sartre Mm. qui finit par l'enfer, c'est les autres, donc on Mm. s'est dit c'est pas la peine d'en rajouter. Mm. Donc, mais malgré tout, c'est un huis clos créatif parce que ça se passe dans une bulle, donc soit chez une artiste, soit il y a des choses qui ont été filmées aussi chez nous. Mm. Donc c'est vrai que on est voilà, dans le monde c'est quelque part, c'est recevoir le spectateur chez soi. Et voilà, la vidéo s'arrête là. Enfin, je l'ai arrêtée là parce qu'il n'y avait plus de son. On a eu un petit souci de connexion, mais on était simplement en train de faire des blagues et de se dire au revoir. Voilà, en tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, que vous en avez appris
plus sur Franck Sorbier et son travail. Une fois de plus, n'hésitez pas à faire un tour sur sa page YouTube. Je vous mets le lien dans la description dans laquelle vous pourrez voir eh bien, la dernière collection dont on parlait, Muse en scène. Puis sur ses réseaux, son site, etc. Et puis moi, je vous dis à très vite. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à appuyer sur la petite cloche pour être notifié quand je mets en ligne de nouvelles vidéos. Et puis, je vous fais des bisous, quoi.